Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux, bonne année. Très très bonne année. Merci d'être là avec nous. Bon, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Quelle est votre grille de lecture? Parce que on est optimiste parce qu'il y a ces vaccins qui sont là, ces campagnes de vaccination. Après, on discutera effectivement de leur vitesse. Mais, et puis il y a ce variant du virus qui est 4 fois plus contagieux. On voit le Royaume-Uni qui se reconfine une 3e fois. On voit l'Allemagne qui prolonge ses mesures de restriction jusqu'à la fin janvier, quand même, des fermetures des écoles, la fermeture des commerces non essentiels. On se dit quoi, l'année commence pas dans les meilleures conditions ou il y a comme cet espoir de campagne de vaccination? Il y a évidemment un espoir considérable avec les vaccins qui semblent avoir fait leurs preuves. On en a déjà un, on va en avoir 2 très vite et 3 qui vont. Il y aura 2 milliards de vaccins Pfizer, il y aura 1 milliard de Moderna, 1 milliard d'AstraZeneca Oxford. Donc on va avoir au niveau mondial ce qu'il faut, je crois, pour ceux qui sont bien organisés. Vous ferez vacciner à titre personnel? Bien sûr, bien sûr. Ça, je n'arrive même pas à comprendre qu'il puisse y avoir débat dans des circonstances de ce genre. Mais enfin, bon, il est clair qu'il ne faut pas être inhibé le moins du monde parce que certains de nos concitoyens ont une hésitation. Tous les autres qui n'ont pas d'hésitation, qui sont majoritaires d'ailleurs, doivent évidemment se faire vacciner et ils emporteront l'adhésion de ceux qui, jusqu'à présent, semblent timides. Mais ceci dit, l'incertitude est toujours là quand même. On vient d'avoir l'expérience anglaise avec des variants nouveaux, beaucoup plus virulents apparemment, 4 fois plus, disiez-vous. C'est quelque chose qui introduit une sorte de course-poursuite entre les vaccins et la virulence de ce virus particulier. Par ailleurs, je ne veux pas être alors spécialement pessimiste, mais enfin, on pourrait avoir d'autres pandémies. Donc il faut toujours considérer que nous sommes encore dans une période d'incertitude assez grande. Ceci dit, il faut faire des hypothèses, et mon hypothèse est plutôt optimiste. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème avec les prévisions actuelles des institutions internationales sur l'Europe, sur la France, et je n'ai même pas de problème avec la prévision de la Banque centrale française, qui, comme vous le savez, est un peu plus optimiste que les autres et dit plus 7%. On va voir, en tout état de cause, se battre. Enfin, le plus 6% du gouvernement s'entend hors reconfinement. Oui, bien sûr, mais sans aucune exception, sauf erreur de ma part, toutes les prévisions qui sont faites sont dans une hypothèse optimiste où on n'a pas de reconfinement. On en a un au Royaume-Uni. Du type du premier. Oui. Il faut regarder de près ce qu'on appelle reconfinement, parce que nous-mêmes, nous avons fait l'expérience du premier et du second. La différence est énorme entre le premier et le second. Exactement. Et tout simplement parce que dans le second, on a protégé le plus possible la production. Et on a bien fait. C'était évidemment ce qu'il fallait faire. Donc je crois que l'hypothèse selon laquelle on pourrait avoir de très mauvaises surprises, qui est retenue d'ailleurs par l'OCDE, par le FMI, par la Banque de France, est une hypothèse où on aurait une aggravation spectaculaire, malheureusement, de la situation. Mais ce n'est pas l'hypothèse de travail de base, et moi je suis raisonnablement confiant à ce stade. Ceci dit, se battre sur le point de savoir si ça va être 5 ou 6 ou 7 ou 8 est ridicule. D'ailleurs, vous vous en souvenez, sur 2020, maintenant tout le monde dit ça fera à peu près moins 9%. À un moment, on a dit ça va faire moins 11, et même ça va être pire que moins 11. Donc il faut rester très, très, très précautionneux quand on manie ces chiffres. Sauf que dans l'attente de l'immunité collective, on sait bien que les restrictions sanitaires plombent l'activité. Et il y a tout ce débat en France qu'on a, mais qui n'est pas seulement français, sur la lenteur de la vaccination en France. On a vu un gouvernement, un ministre de la Santé, Olivier Véran, dire qu'il y avait une accélération avec des centres de vaccination, avec plein de choses qui ont été annoncées. Mais cette lenteur, est-ce que, au-delà du cas français, ça met en danger la reprise économique? D'ailleurs, on a Geoffroy Roux de Bézieux, ce matin, un langage en général assez policier, qui a dit clairement que le gouvernement s'était planté sur la campagne de vaccination, pour l'instant, en France. Écoutez, pas aussi sévère que lui. Tout cela a commencé il y a quelques jours, dans un pays qui est très bien géré, qui s'appelle les Pays-Bas, et qui est plutôt exemplaire dans la plupart des domaines. Ils n'ont même pas commencé encore, sauf erreur de ma part, la campagne de vaccination. Commence dans 2 jours. Oui, donc à ma connaissance, le peuple néerlandais ne dit pas « nous sommes gouvernés par des incapables, on n'a pas encore commencé la vaccination ». Donc je crois qu'il faut être raison gardée. Je suis convaincu que... C'est vrai qu'on a fait quelques milliers, quand d'autres en étaient en centaines de milliers, et l'Allemagne a fait 250 000, les Anglais 1 million, et nous quelques milliers. Oui, bon. et certains zéro.
Et certains zéros dont on ne parle jamais, ce qui est normal d'ailleurs, parce que ça ne fait pas vraiment une nouvelle. Ouais. Donc je crois fondamentalement que nous allons faire ce qu'il faut faire. Ça va absolument de soi. Il y a peut-être une certaine inhibition à cause, si vous voulez, cette culture protestataire française qui s'exprime absolument dans tous les domaines est catastrophique dans le domaine des vaccins. Il est absurde que nous soyons l'un des pays qui est le plus hostile aux vaccins. Et je suis sûr que ça ne durera pas. Parce que l'évidence est qu'il faut évidemment se doter de cette immunité collective. D'ailleurs, la Banque mondiale, et nous allons le faire. D'ailleurs, la Banque mondiale rappelle que c'est le succès de ces campagnes de vaccination qui conditionnent la reprise économique mondiale. Non, mais ça paraît évident, mais je trouve que ça bien quand même de le dire, parce que si on vaccine plus vite, on repart plus vite. Évidemment. Non, mais, évidemment, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Chez certains, il y a l'ombre d'un doute. Non. Enfin, je pense certainement pas dans une majorité de notre population. Une minorité très forte, très véhémente et très vocale, dans ce domaine comme dans d'autres, si vous voulez, nous donne de mauvaises recommandations. Mais bien entendu, il faut que le pays fasse ce qu'il faut faire et ce que feront tous les pays du monde, sans exception. Encore une fois, je n'ai pas envie de verser dans le catastrophisme, mais si on se dit que la situation sanitaire reste plus longtemps que prévu à cause du variant compliqué, que les campagnes de vaccination globales, parce que les doses n'arrivent pas, etc., restent plus lentes que prévu, il y a quand même cette hypothèse de croissance molle sur 2021. Et voilà, et on a fait moins 10 en 2020, et on ne fait pas plus 6, plus 7, on fait un plus 2, plus 3. Encore une fois, c'est sombre, mais c'est quand même... Rien n'est exclu, voilà. Mais ça n'a pas d'intérêt, si vous voulez. Ce qu'il faut faire, c'est faire tout ce qu'on peut pour effectivement rattraper. Parce que même dans l'hypothèse optimiste de la Banque de France, mettons, qui est un peu plus optimiste que l'hypothèse du gouvernement et qui est un peu plus optimiste aussi d'ailleurs que les institutions financières internationales, on ne rattrape le niveau de fin 2019 qu'au milieu de l'année 2022. Vous vous rendez compte ? Au mieux. Non, pas au mieux. Enfin, c'est dans cette hypothèse, au milieu de 2022. Ouais. Ça veut dire qu'on a 2 ans et demi avant d'arriver à rattraper le niveau qu'on avait fin 2019. Donc, sans prendre en compte qu'on n'a pas eu de croissance pendant ces 2 années et demie. Exactement. Ne disons pas que nous sommes là dans une hypothèse ultra-optimiste. Nous sommes dans une hypothèse qui, je l'espère, sera considérée comme étant raisonnable, sera avérée quand on fera tous les calculs, mais qui nous laisse effectivement, avec 2 années et demie de stagnation, une perte considérable de production sur ces 2 années et demie-là. Dans ces projections des grands instituts, il n'y avait pas le variant non plus. Oui, non, en effet. Mais tous les grands instituts ont aussi une hypothèse négative. Oui, et qui n'est pas réjouissante. Qui n'est pas réjouissante du tout, bien entendu. Aucun projectionniste, si je puis dire, raisonnable, ne doit omettre de dire il y a une possibilité, une grande incertitude, nous pouvons avoir de très mauvaises surprises. Ce qui doit nous rendre d'autant plus attentifs à faire tout ce qu'il faut, dans le domaine sanitaire comme dans les autres, pour que nous nous adaptions le mieux possible, disons, à la nouvelle économie de l'après-pandémie, parce qu'il y aura quand même, heureusement, une après-pandémie, et c'est ça qu'il ne faut pas rater. Et dans cette économie de l'après-pandémie, il y aura beaucoup plus de dettes. Ça, c'est une certitude. Dette publique, dette privée, dette nécessaire pour éviter une dépression encore plus forte que ce qu'on a vécu. Mais est-ce que tout ça ne fragilise pas, on se positionne un peu dans l'après, ça ne fragilise pas la stabilité financière du monde? Est-ce que cette montagne de dettes vous effraie, ou on se dit non, tant que les banques centrales sont à la manœuvre dans la coulisse, et finalement, on peut dormir tranquille? Sur les dettes, il y a 2 choses. Tous les pays du monde ont à faire face à la pandémie. Il y a ceux qui ont les moyens, les pays avancés généralement, et qui effectivement ont mis des efforts énormes pour combattre la pandémie. C'est le cas des Européens, c'est le cas des Américains, 20 points de PIB. Des Japonais, c'est gigantesque. Et c'est le cas général, si je puis dire. Donc cette bosse, en quelque sorte, d'endettement dû à la pandémie s'ajoute aux endettements antérieurs. Et c'est quelque chose qui repose très largement sur le fait que le reste du monde, l'ensemble des épargnants, des investisseurs, acceptent de financer les pays avancés. Les pays moins avancés, les pays en situation beaucoup plus difficile, les pays en développement n'ont pas ces moyens-là. Donc eux se battent contre la pandémie de manière beaucoup plus fragile et précaire. Et donc on a un problème au niveau mondial qui est énorme, qui est très souligné par le FMI à juste titre et par la Banque mondiale, qui est celui des plus pauvres, des plus démunis au niveau mondial.
Et là, c'est un énorme problème qu'il faut traiter. Il faut voir le problème de la dette de ces pays, parce qu'eux ne peuvent pas emprunter indéfiniment, sans problème, comme c'est le cas des pays avancés. Ils ont des problèmes dès aujourd'hui, et il faut prévoir comment les aider, notamment par une allocation de droits de tirage spéciaux par le FMI. Enfin, il y a beaucoup de propositions qui sont faites dans ce domaine. Pour les pays avancés, voilà. pour le moment, ils ont les moyens. Parce que les banques centrales sont là. Parce que l'ensemble, disons, des épargnants, des investisseurs... Je ne sais plus quelle banque a montré que et les banques centrales, 70% de la dette publique française émise cette année avait été achetée par la BCE. C'est vrai, mais la proportion d'ensemble, disons, des dettes qui sont détenues par les banques centrales, par la Banque centrale européenne en tout cas, reste, disons, entre 25 et 30%. Sur l'encours total de dette. C'est l'encours total de dette qu'il faut prendre en compte. On m'a dit que fin 2021, on serait à 50%. Simplement pour vous... Non, sûrement pas. Non. Que la BCE détiendrait 50% des dettes publiques européennes. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est non, c'est complètement faux. D'accord, je pose la question. Absolument faux. En revanche, au Japon et aux États-Unis, on est déjà au niveau de 45%, et même peut-être plus de 45% maintenant, donc dans deux pays avancés très importants, dans lesquels les banques centrales ont aussi l'équivalent des fameux QE. Mais tout cela étant dit, les banques centrales ne font cela que parce qu'il y a toujours des problèmes très sérieux de politique monétaire. Elles ne font pas ça pour rendre service au gouvernement. Et vous, à mon avis, vous étonneriez beaucoup la Banque centrale américaine et certainement la Banque centrale européenne en disant « vous faites tout ça pour aider les gouvernements ». C'est une interprétation qui est donnée par beaucoup d'économistes. À mon avis, elle est fausse. Et il est dangereux qu'elle soit fausse, parce qu'elle conduit à penser qu'on n'aura aucun problème, jamais aucun problème. Mais il y a un moment ou un autre, on aura en effet des conditions monétaires heureusement différentes, des croissances supérieures, une croissance des productivités supérieure, et bien entendu, on aura aussi à ce moment-là une inflation supérieure, et donc on aura plus... mais c'est là où ce stock de dette colossal peut poser problème, quand il faudra le refinancer. De toute manière, un stock de dette colossal pose problème, et posera problème. Mais c'est pas une histoire qui se finit bien en ce n'est général. pas ce que j'entends le plus souvent. On dit tout ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la première thèse. Les banques centrales sont toujours là pour financer. Elles le sont aujourd'hui. Elles ne le sont pas pour financer les États. Elles le sont pour faire en sorte que le niveau de stabilité des prix, qui est l'objectif, c'est-à-dire autour de 2%, soit atteint. C'est ça la raison profonde, principale. Oublier cette raison, c'est se préparer, disons, de mauvaises surprises à l'avenir. Donc, pour en revenir au Covid et à la dette Covid, il est clair, si vous voulez, que tous les pays ont emprunté, comme vous le disiez, mais certains étaient plus endettés que d'autres. Et certains s'étaient laissés aller à s'endetter plus. Mais vous pensez à qui, Jean-Claude Trichet? Vous pensez à qui? Un certain nombre de pays, le nôtre en particulier, bien entendu. Et ça, ce n'est pas une question de qui est au pouvoir, si vous voulez. C'est le pays tout entier, disons, de la crise précédente, depuis 2007. C'est simple, les chiffres sont là. En 2007, on avait à peu près le même endettement en proportion du produit intérieur brut que les Allemands, 65%. En 2020, ils auront probablement 75% d'endettement et nous 120%. Vous voyez, l'écart s'est creusé considérablement. Moi, j'ai vécu la période où il a fallu empêcher la spéculation mondiale de balayer la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Et on l'a fait en se battant. Et ces pays l'ont fait eux-mêmes en se battant. Et la France n'était pas du tout considérée à l'époque comme étant le moins du monde vulnérable. On était dans la catégorie, disons, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve un jour dans une catégorie plus vulnérable, parce qu'il est clair, au prochain coup de tabac mondial qui arrivera, je ne sais quand, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais à ce moment-là, les épargnants et les investisseurs du monde entier feront la différence entre les uns et les autres. Ils ne considéreront pas que toutes les signatures sont équivalentes. Donc il y a un risque que cette vague de dette débouche un jour, sans pouvoir le dater, sur une crise financière? Parce que c'est quand même ce que l'histoire a toujours quasiment prouvé. Écoutez, ça dépend entièrement de la manière dont sera géré ce surcroît de dette. Si certains s'imaginent qu'on peut augmenter indéfiniment la dette après la pandémie, et donc qu'il n'y a aucun problème, alors à un moment ou à un autre, ceux qui s'engagent dans cette direction auront une crise. Ce ne sera pas nécessairement une crise mondiale généralisée, mais ce sera la crise de ceux qui auront été
vulnérables ou très vulnérables dans ces circonstances-là. Si l'ensemble des pays comprennent que pour sécuriser en quelque sorte leur propre crédibilité, il faut que leur proportion de dette, la dette en proportion du produit intérieur brut, en cours de dette en proportion du produit intérieur brut, diminue, même légèrement, année après année, grâce à leur bonne gestion, grâce à la croissance, grâce, je l'espère, au fait qu'on n'aura pas besoin d'avoir des taux d'intérêt élevés parce qu'on aura un bon équilibre d'ensemble, si vous voulez, aux yeux des banques centrales. À ce moment-là, on rassure l'ensemble, disons, des épargnants, des investisseurs, de l'ensemble de ceux qui font l'économie mondiale, et on peut digérer progressivement une situation anormale. C'est une question de dérivée, si je puis dire. De dérivée seconde, même. Ou bien non, la dérivée première suffit. Elle suffirait. Il faut que ça diminue en proportion du PIB et que ça n'augmente pas en proportion du PIB. Si ça augmente en proportion du PIB et qu'en plus on peut faire la différence entre les pays dans lesquels ça diminue et les pays dans lesquels ça augmente, je dis les pays, je pourrais dire aussi les entreprises. On a, vous le disiez vous-même, un problème aussi d'endettement du secteur privé. La dernière lettre du gouverneur de la Banque de France est très très claire dans ce domaine et j'en recommande la lecture, à la fois sur l'endettement public et sur l'endettement privé. On ne peut pas se permettre d'être complaisant après la pandémie. Ceci dit, dans la pandémie, il faut faire ce qu'il faut faire. Et de ce point de vue-là, la plupart des pays font les choses qu'il faut faire avec leurs propres moyens qui sont différents, mais au total, c'est bien. Il y a un pays qu'on n'a pas évoqué, ce sont les États-Unis. Et Joe Biden, qui est peut-être en passe, alors là, on vit en direct, de remporter pour le coup la majorité au Sénat américain. Est-ce que d'un point de vue économique, c'est une bonne nouvelle que le Congrès soit acquis donc, au nouveau président américain, parce que ça veut dire plus de soutien budgétaire pour le coup à l'économie, puisqu'il aurait les coudées franches. Écoutez, on va voir. Les États-Unis ont déjà des efforts énormes avec le président Trump. Et l'une des caractéristiques de Trump était qu'il avait beaucoup de négligence à l'égard de l'ensemble des dépenses, aux grandes dames d'ailleurs des républicains, parce que ce n'était pas du tout la politique traditionnelle des républicains. Donc on va voir ce qu'il en est. Je pense que Biden va être aussi, je dirais, raisonnable que possible, et qu'il vaut mieux, en effet, au total, qu'il n'ait pas contre lui le Congrès, mais qu'il ait avec lui le Congrès. Donc on va voir. De toute manière, ça sera très juste, si j'ai bien compris, parce qu'il est probable qu'on aura un 50-50. Ça sera la vice-présidente Donc Kamala Harris. C'est la vice-présidente, oui, qui a le casting vote, mais il y a quand même des républicains qui sont plus proches du centre et des démocrates. Il y a des démocrates qui sont plus proches du centre-droit. Le centre-gauche, centre-droit aura en réalité probablement, non seulement son mot à dire, mais le vrai casting vote sera un vote, à mon avis, centriste, centre-gauche, centre-droit, républicain. C'était pas le scénario privilégié des marchés qui misaient plutôt sur justement un congrès qui soit plutôt pour les républicains, et finalement ne pas avoir dans le programme de Biden les hausses d'impôts, mais avoir les dépenses. Les marchés, d'abord les marchés, ça ne veut rien dire du tout, premièrement. Et deuxièmement, je crois qu'ils ont plutôt bien accueilli les premières nouvelles que l'on peut avoir sur la Géorgie. Donc au total, je ne crois pas du tout qu'il faille interpréter ça en termes de marché. Je pense que Trump avait la caractéristique d'être extrêmement imprévisible, extraordinairement erratique. On a maintenant un gouvernement beaucoup plus classique de ce point de vue-là. Prévisible. Relativement prévisible. Alors, le problème sera que certaines promesses ont été faites qu'il faudra en effet appliquer. Il pourra les appliquer avec le Sénat tel qu'il se dessine. Et donc d'un point de vue économique, c'est positif ? Écoutez, au total, moi je vais vous dire, les États-Unis, c'est très différent de l'Europe. Je regardais novembre et décembre. En novembre et décembre, quand vous regardez les indicateurs des directeurs d'achat, vous savez, les PMI, comme vous dites, on voit que les États-Unis ont été en pleine expansion en novembre et décembre, en dépit du fait qu'il y avait une polémique épouvantable sur l'ensemble, disons, de la gestion du Covid par le président, des polémiques entre républicains et démocrates. Enfin, à les entendre, si vous voulez, c'était pire que partout ailleurs. Et la croissance est flagrante, selon l'indice PMI. En Europe, on a été dans la zone euro en stagnation en décembre et on était en décroissance en novembre. Donc deux périodes. Une période dans laquelle les États-Unis disent « ça va extrêmement mal chez nous »,
et où la croissance est là de manière flagrante. Donc on est en présence d'un système très très décentralisé, reposant beaucoup plus sur l'initiative privée que le nôtre. Et au total, je ne m'en fais pas, si vous voulez, pour l'économie américaine. Simplement, il faudra un jour ou l'autre qu'elle sache que le reste du monde ne peut pas la financer indéfiniment. Autre sujet à voir avec vous, les banques européennes. On a vu la BCE en fin d'année dire oui aux banques pour qu'elles versent de nouveau des dividendes sur 2021, mais sous condition. On l'avait évoqué ici, 15% de leurs bénéfices cumulés sur 2 exercices, 2019 et 2020. Est-ce que la BCE a raison de lâcher du lest, ou est-ce que aussi vous comprenez que ça puisse passer mal dans l'opinion de dire voilà, c'est la crise, on est toujours en crise sanitaire, l'économie souffre et on verse des dividendes aux actionnaires des banques? D'abord, on est dans une économie de marché, donc il faut que l'économie de marché fonctionne. À partir du moment où on a les autres banques dans le monde qui n'ont pas cette contrainte-là, effectivement, et notamment les américaines, n'oublions pas que nous sommes des nains en matière financière, en matière de banques commerciales et banques d'investissement, des nains par rapport aux Américains et aux Chinois. Nous n'existons pratiquement pas. Nous avons une seule banque qui est dans les 10 premières mondiales. Vous voyez, c'est complètement dominé par Américains 5, Chinois 4 ou inversement. Donc le fait d'avoir, du point de vue de la capitalisation des banques, un handicap que n'ont pas les Américains en particulier, c'était bien de le lever un peu. C'est un énorme problème. Donc je crois que la Banque centrale a eu raison de faire ce qu'elle a fait. Elle ne le fait pas sans condition. Elle a été claire dans ses conditions. Et je pense, encore une fois, que c'est une décision qui est convenable. Bon. Dernier sujet à évoquer avec vous, le Bitcoin. Le Bitcoin, on a parlé hier, je suis parti en vacances, on était à 20 000 $, en rentrant on est à 30 000. On a quand même la très sérieuse banque américaine, JP Morgan, c'est pas n'importe qui, on parlait des grandes banques américaines, qui nous dit potentiellement 150 000 $, c'est tombé là hier, 150 000 $ sur le Bitcoin, s'il parvient à s'imposer comme valeur refuge. Il y a une condition, à l'image de l'or. Ça vous inspire quoi, encore une fois? Un peu une illustration emblématique d'une certaine folie contemporaine. Le Bitcoin ne représente rien du tout, sinon sa rareté. Et donc, il arrive à être un instrument spéculatif comme l'or, beaucoup plus évidemment que l'or, avec des montées et des descentes totalement vertigineuses. Il a, semble-t-il, l'ambition d'arriver à une capitalisation, entre guillemets, qui serait de l'ordre de grandeur de la capitalisation de l'or. Bref, tout ça pour un instrument qui n'est pas une monnaie. Vous n'avez pas une monnaie lorsque la conservation de la valeur est complètement oubliée. Pour Aristote, une bonne monnaie, c'est une monnaie qui est un bon instrument de compte, un bon instrument d'échange et un bon instrument de conservation de la valeur. C'est ce que font toutes les banques centrales du monde. Elles essayent de faire en sorte qu'on ait confiance. Et là, la valeur, elle prend 30 dans la journée, elle en perd 40, elle gagne 50. Là, c'est de la spéculation absolument pure. Et de la spéculation pure qui n'est fondée que sur le fait que les joueurs acceptent de jouer. Ils sont autour de leur table de Monopoly virtuelle et ils trouvent particulièrement amusant de s'amuser avec cet instrument. Donc pour moi, c'est gravissime. C'est un instrument qui est utilisé pour le financement du terrorisme, pour le crime organisé, pour toutes sortes d'opérations illégales. Je trouve incroyable qu'on ait laissé prospérer et croître des instruments de cette nature. Et ça, encore une fois, comme je le disais, illustration emblématique d'un monde qui devient à certains moments fou. Ouais. Et certains disent que ça devient fou parce qu'il y a aussi beaucoup de liquidités, tout ça est alimenté par les banques centrales, et donc cet argent va dans l'économie, mais va aussi sur les marchés financiers, sur l'or, et se déverse aussi sur le Bitcoin. Il y a eu, du point de vue de la réglementation, une complaisance à l'égard de la naissance de ces instruments, complaisance qui peut s'expliquer par une culture, notamment la culture anglo-saxonne, qui consiste à dire il faut laisser l'ensemble des partenaires faire en sorte qu'ils essayent les nouvelles technologies. Et c'est vrai que derrière le Bitcoin, il y a une technologie qui est intéressante, qui est celle du blockchain, et qui peut être utilisée dans beaucoup d'autres domaines. Mais ça ne justifie pas le fait qu'on soit resté complètement interdit et silencieux devant une explosion qui est profondément anormale, exclusivement en réalité spéculative, et qui, encore une fois, favorise l'ensemble des activités illégales. C'est quelque chose d'invraisemblable. Voilà, donc vous n'en achèterez pas.
Vous Non. ne faites pas partie de ces gens qui... Non vous avez pas envie de gagner 50% en 3 jours, ça vous tente mais pas? je pense que l'ensemble des régulateurs doivent se pencher très sérieusement. Il n'y a pas que le Bitcoin d'ailleurs. Ouais. On a une floraison d'instruments ou de tokens, de jetons de cette nature. Qui dit jeton dit casino. Oui, on est dans le casino pour vous? On est dans le casino, oui. Je crois qu'on est dans le casino. Ouais. Plein. Et pas simplement là d'ailleurs. Et vous pensez à quoi d'autre? D'une manière générale, si vous voulez, vous avez des efflorescences spéculatives, ici ou là, plutôt aux États-Unis en ce moment. On le voit sur les IPO aux États-Unis Oui, de fin d'année. qui ne Vous sont en pensez quoi quand vous voyez Airbnb qui voit sa CAPI, son poids boursier triplé? ça me rappelle, si vous voulez, quand on a un peu de bouteille, ça rappelle les dot-com, quoi. On a déjà connu des périodes absolument On y est aujourd'hui. anormales. Alan Greenspan parlait d'exubérance irrationnelle. C'est pas Greenspan, hein, c'est Schiller. C'est le titre du livre de Schiller, le grand économiste. Mais popularisé. Irrational Exuberance, mais effectivement très très bien popularisé par Alan. Tout à fait, oui. Allez, enfin, si vous voulez, il faut relire Hyman Minsky. Hein. Les marchés fonctionnent comme ça, avec des hauts et des bas, des hauts et des bas, et il faut être en permanence très attentif à empêcher qu'ils ne perdent le contrôle d'eux-mêmes, si je puis dire. Donc, pour le moment, je ne qualifie pas de future crise des dot-com tout ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis, mais il est clair que les niveaux des valeurs d'actifs, dans le monde en général d'ailleurs, et sous l'influence américaine très fortement, ne correspondent pas à ce que l'on peut attendre, si vous voulez, d'une analyse non irrationnelle, non exubérante. Donc il y a une déconnexion entre les valorisations boursières et la réalité économique. C'est ça que vous dites, hein, dans ce débat-là, pour vous c'est tranché? Oui, évidemment que c'est tranché, bien sûr, c'est tranché. Ce n'est d'ailleurs pas vraiment nié, parce que les efforts énormes qui ont été faits pour le Covid et qui étaient justifiés, et encore une fois, je ne suis pas du tout hostile à tout ce qui a été fait, je pense que c'était nécessaire. Mais c'est vrai que ça a comme conséquence, en effet, de booster les valeurs d'actifs plus qu'il n'était nécessaire. Il faut se souvenir qu'avant le Covid, il y avait déjà beaucoup d'analystes qui disaient les bourses sont à des niveaux trop élevés avant le Covid. Aux États-Unis, comme vous le savez, depuis le Covid, elles ont encore monté, alors même qu'on avait une mauvaise nouvelle, pas une bonne nouvelle. Donc il faut être conscient de ça. Certains diront, fini là-dessus, que c'est aussi la faute des banques centrales, quelque part, qui ont inondé de liquidités, parce qu'il fallait le faire, aussi. Mais dans les effets secondaires de l'action des banques centrales, il y a eu le fait de faire monter les prix des actifs. Alors, premièrement, il n'y a pas que les banques centrales, il y a les gouvernements. Oui. Les gouvernements ont effectivement mobilisé leur propre crédit de manière prodigieuse. Ils ont donc joué exactement le même rôle. Les banques centrales, de leur côté, se sont retrouvées en présence d'une menace de déflation et donc de dépression tragique à la 29-30 du siècle dernier. Et donc, elles ont fait, je crois, ce qu'il fallait faire, encore une fois. Mais dans les effets secondaires... Mais il y a des effets secondaires. Voilà. Et les effets secondaires doivent pouvoir être traités par du macro-prudentiel, comme on dit, par des précautions supplémentaires qui sont prises par l'ensemble de ceux qui ont le contrôle. C'est pas l'urgence du moment. Non, c'est le cas dans une certaine mesure aujourd'hui. Sur le crédit immobilier, on peut dire. Sur le crédit immobilier en France, avec des mesures qui ont été prises et qui sont à mon avis justifiées. Et ça pourrait en effet être plus généralisé en France et dans le monde. Aux États-Unis, pour le moment, ils ne s'engagent pas dans cette voie. Et à mon avis, ils ont un peu tort, parce qu'on a en effet une exubérance irrationnelle, comme vous disiez vous-même. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Claude Trichet, donc ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Au revoir.